Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Five, four, three, two, one, zero. All day. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Et bonsoir à tous chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de la seule, de l'unique, de l'excellente émission de handball. Pendant plus d'une heure et demie, vous allez tout savoir sur la NH, la Pro D2 avec nos experts handball et comme toujours des invités. Alors on va débuter par la LNH, un suspense à tous les étages. 2 questions pour cette saison. Qui accompagnera Paris en Ligue des Champions et qui accompagnera Billière en Pro D2. D'ailleurs on fera un point sur notre sondage lancé sur nos réseaux sociaux Facebook, en particulier à la question qui accompagnera Billière en Pro D2. Vous avez été nombreux à donner votre avis et voilà, l'avis a été plutôt surprenant. On en reparlera tout à l'heure avec nos 2 experts. Retour également de notre débat ou plutôt un zoom sur un événement que tous les handballeurs devront gérer, leur après-carrière et leur reconversion. Quand d'autres restent dans le monde du handball, comme des consultants à l'image de Anctil ou de Giraud, il y en a d'autres qui prennent un chemin totalement différent. Et c'est le cas de notre invité, Junior Kitsadi, ancien joueur de Chalon, de Bordeaux ou encore Villefranche. Junior a choisi la mode pour son après-handball et de créer sa marque Seven Mates. Donc on en parlera dans une vingtaine de minutes. On ira après prendre des nouvelles de l'international français Xavier Baraché, convalescent depuis une opération à l'épaule. Il répondra à nos questions sur son équipe de Madrid qui a fait une belle perf contre Barcelone en Ligue des Champions et sur forcément l'équipe de France et répondra également à notre interview un peu décalée. Et pour finir, la Pro D2 avec Seb Mangin, un championnat aussi à l'image de la LNH, très très serré avec pas mal de suspense également à tous les étages. Pour m'accompagner ce soir, nous comptons sur le retour de Mickaël I. Bonsoir Mika, comment vas-tu? Salut, bonsoir à tout le monde, ça va très bien, merci. Et puis Benoît nous rejoindra dans quelques instants. Il reviendra avec nous sur la défaite de Tremblay. Mais nous, on va commencer tranquillement à débriefer un peu cette journée de championnat ô combien importante pour certaines équipes. On jouait la 21e journée. On va commencer par toi, honneur Mika. Alors, tu n'as pas joué ce match-là, tu étais suspendu, on y reviendra un peu pour ceux qui t'ont pas entendu, contre Paris, tu seras suspendu contre Nantes. Et que ça a marqué 33 buts, mais Mika, le problème c'est qu'ils en ont pris 39, c'est un peu beaucoup pour prétendre à prendre un point du côté de Coubertin. Oui, mais on pensait à tort que notre défense un peu étagée les mettrait en difficulté, mais malheureusement on n'a pas mis les ingrédients suffisants pour les inquiéter. Et il aurait fallu être beaucoup plus agressif, beaucoup plus méchant dans le bon sens du terme et même un petit peu dans le mauvais de temps en temps parce que quand on joue contre une équipe qui est plus forte, on va pas, on va pas le nier, l'équipe de Paris est supérieure à l'équipe d'Aix-en-Provence. Donc, si on veut espérer faire quelque chose comme l'a réussi Nantes cette année, il faut forcément les violenter un peu et ne pas leur laisser le temps de réciter leur handball. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On les a laissés jouer, on leur a laissé du temps avec la balle en main pour pouvoir prendre des décisions. Et quand on a une défense comme ça, très étagée, avec beaucoup d'espace, si les joueurs ne sont pas agressés, ils ont tout le loisir de donner les ballons au pivot, de trouver des décalages. Donc ils s'en sont donnés un peu à cœur joie de ce que m'ont dit mes coéquipiers. Écoute, on va écouter aussi ton coach juste après le match. On a eu l'occasion d'avoir ses réactions à chaud et on va l'écouter. C'était vendredi, c'était lors de notre live Andé, le premier d'ailleurs, qui on espère va en amener plusieurs et c'est Jérémy Roussel qui répond à nos questions en direct juste après le match. Oui, bonsoir. Alors merci de nous accorder un peu de temps. Match difficile, on s'y attendait face à Paris. Par contre, 39 buts, c'est peut-être beaucoup pour prétendre à mieux que la défaite. Je vous entends pas très bien. J'essaie de me mettre un peu au calme.
Ouais. Redites-moi ça. Ouais, Jérémy, Excusez-moi. je vous disais 39 buts face à Paris. Match compliqué, on s'y attendait un peu du côté d'Aix. Ouais, oui, compliqué évidemment parce que voilà, il y a une telle maîtrise, une qualité technique en face que c'est difficile. Après, on a essayé de pas venir en victime et de sortir un peu des sentiers battus avec une défense assez étagée, assez agressive au début. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc au final, bon, on prend moins que la valise habituelle. Donc voilà, tout le match, on a eu le mérite de garder l'enthousiasme et de faire du jeu. Mais on fait un match beaucoup trop propre pour espérer les inquiéter plus que ça. C'est trop peu de fautes, on est pas assez méchant pour les inquiéter, mais Paris c'est très très solide. Voilà. Même en mettant tous les ingrédients nécessaires, ça aurait été très compliqué de faire autre chose. Maintenant, on a fait un bon match d'entraînement. Benoît? Et oui, justement, par rapport à cet essai de défense étagée, est-ce que c'est pour préparer une éventualité sur cette fin de saison ou c'était vraiment pour essayer de contrecarrer la maîtrise de Paris? Non, c'était très conjoncturel. C'était pour pas venir avec notre jeu habituel et profiter de ce match-là où le rapport de force est déséquilibré pour sortir des sentiers battus. Mais voilà, on n'a pas réussi à les faire douter plus que ça d'entrée de match. Et donc après, forcément, ça complique un peu les choses. Mais non, il y a pas Ça peut pas être une option pour la suite. Ça l'était en début de saison, ça l'est beaucoup maintenant. Maintenant, il n'est pas dit que nos adversaires nous amènent à revenir sur ce registre-là. Mais voilà, notre 0-6 pour l'instant fait du bon boulot. Donc je pense qu'on va y revenir très vite. Et Jérémy, ça se resserre un peu aussi en bas du classement parce que là, Ivry vient de faire une bonne perf en arrachant le match nul du côté de Cesson. Donc voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle aussi. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour que Aix arrive à être au-dessus des deux relégués? Bon, ça, que ce soit compliqué jusqu'au bout, vous m'apprenez rien. Là, on en est forcément conscient. Maintenant, qu'est-ce qui ferait la différence? C'est de gagner un match de plus que les autres. Donc voilà, on a encore 2 matchs très compliqués. Chez nous contre Nantes la semaine prochaine et à Saint-Raphaël. Et après 3 matchs où il faudra faire le plein. Un petit mot quand même. Un petit mot, Jérémy, sur la suspension de Michael I, qui loupe 2 matchs. J'imagine que c'est important, surtout avec la forme qu'il avait. Oui, évidemment qu'on préférait l'avoir. Voilà, bon, 2 matchs pour quelque chose de tout à fait anodin. Bon, c'est les mystères de la commission de discipline. Voilà. Il était en sursis, donc c'est pour ça qu'il en a pris 2 au lieu d'une. C'est vrai. Voilà, bon, c'est pas dramatique. Quand je vois, en fait, il a pris 2 dates parce qu'il est rentré sur le terrain à l'issue d'une échauffourée. Il est rentré, il est ressorti sans poser de problème à personne, mais comme il est rentré sur le terrain sans en avoir l'autorisation, il a pris 2 dates. Moi, je vois d'autres joueurs qui font des bras d'honneur en public en fin de match et qui peut-être vont s'en sortir sans rien. Donc c'est vrai, c'est des choses assez cocasses, mais c'est comme ça. Voilà, Mika, c'est comme ça, c'est un peu les mots de Jérémy. On sent vraiment, et on a eu la chance aussi d'avoir tes réactions, que c'est très frustrant ce qui est arrivé. C'est surtout, bon, le match de Paris, on s'attendait peut-être pas à prendre des points, mais contre Nantes, ça va être plus compliqué de ne pas pouvoir aider tes coéquipiers, Mika. Oui, c'est un peu dommage. Moi, je vais pas encore m'étendre là-dessus. C'est comme l'a dit Jérémy, s'il y a une commission de discipline, moi je pense qu'elle est là aussi pour essayer d'appliquer les règlements, mais en fonction des situations, en évaluant les situations. Et là, pour le coup, ils ont les images, ils ont tout, mais ils me sanctionnent quand même alors que j'ai rien fait. Alors que si c'est pour faire ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de commission de discipline. Il y a le règlement, je suis rentré, je prends 2 dates et puis basta. Mais là, je pensais en ayant les images, en ayant les témoignages des arbitres et des joueurs, ils se rendaient compte qu'il s'était rien passé d'extraordinaire et que finalement j'avais fait qu'essayer de calmer un peu les choses et qu'ils auraient pu laisser passer, mais c'est comme ça, on va pas s'étendre. Ça aurait pu être pire si ça avait été des matchs
vraiment important. Là, on va jouer contre Paris et puis contre Nantes, même si c'est à la maison et qu'on n'a pas encore perdu à la maison, qu'on a envie de rester invaincu dans notre salle depuis le début janvier là. Et ben c'est comme ça, il va falloir faire sans. Et puis ceux qui jouent derrière moi sont très compétents et j'ai aucun doute sur le fait que c'est pas mon absence qui va faire que on va perdre contre Nantes. Alors Paris s'est imposé 39-33. Paris, bon, bah, qui file vers le titre, ça c'est pas une surprise. Aix-en-Provence, bah, qui lâche des points, mais bon, on n'y attendait peut-être pas non plus à prendre quelques points du côté de Coubertin. Il y a d'autres équipes aussi qui se battent pour la relégation. On va les passer au crible. Il y a notamment Créteil-Dunkerque. Je sais pas si tu as pu regarder le match, Mika, mais j'imagine que les Aixois ont commencé à flipper parce que Créteil a quand même frôlé l'exploit d'arracher au moins le nul face à Dunkerque. Hein. Ouais, 39, moi, j'ai 29 à pas 30. flippé du tout parce que j'ai pas pour habitude de regarder les matchs en live, ça m'intéresse pas autant si je les vois en vrai, je suis content, autant les regarder sur un ordinateur, ça me plaît pas trop donc j'ai attendu la fin et j'ai regardé le score. C'est vrai que j'étais un peu surpris de voir qu'ils avaient failli faire l'exploit et qu'ils avaient eu la balle de match et donc enfin la balle de match, la balle d'égalisation. Ouais, arrêt de Vincent Gérard, je crois. Voilà, donc bon, c'est un peu bizarre ce regain de forme qu'ils ont en ce moment. Alors, je pense que c'est un peu dû à Fabrice Guilbert qui sort un peu la tête de l'eau, qui joue en attaque et qui a l'air d'être performant. Et puis les jeunes qui progressent au fur et à mesure de l'année, parce qu'il faut pas oublier que c'est pour certains leur première, certains leur seconde saison. Donc non, non, ça a l'air d'être une belle équipe en construction. Ça va être dur pour eux sur cette fin de saison, mais ils n'ont pas l'air de vouloir se rendre facilement. Alors je vous rappelle que Créteil s'est incliné à domicile d'un tout petit but, 29 à 30, et c'est Ils nous, ils nous ont notamment ressorti un Minel, là, je sais pas si c'est le frère sans doute de Quentin Minel, je crois que c'est Thomas Minel, exact. qui est Ouais. né en 95 et qui fait 2 sur 2 arrière gauche. Donc c'est assez impressionnant les joueurs qu'ils arrivent à sortir de leur centre de formation. Ouais, alors Créteil reste 13e et premier relégable, hein, donc juste devant eux, il y a Ivry, un petit point, pareil, Ivry, bah, malheureusement pour eux, on n'a pas pu faire mieux que le match nul, mais du côté de Cesson, c'est quand même une bonne perf, Mika. Ça prouve qu'il y a bah, voilà, tout le monde lutte et personne veut lâcher. Ça va être compliqué jusqu'au bout, comme on l'a dit à Jérémy Roussel. Alors Ivry prend un point quand même, c'est aussi un bon point contre Cesson. Hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Il faut y aller à Cesson. Nous, on avait réussi à les gagner là-bas, donc c'est un peu mieux que prendre le match nul pour Ivry, mais voilà, ça leur permet de revenir, je crois, à égalité avec nous et de continuer à pouvoir y croire. Ils vont avoir un match, je ne sais pas si c'est le prochain, mais je crois qu'ils reçoivent Créteil, donc ils vont avoir vraiment un match à 4 points là pour essayer de les mettre Créteil à quelques encablures et pour nous, ce serait pas mal aussi que. Enfin, ce serait pas mal. Je veux dire, que ce soit l'une ou l'autre qui perde, de toute façon, ça sortira un peu quelqu'un de la course. Donc, ça va être un match intéressant pour nous. Si en plus on arrive à prendre des points contre Nantes, ce sera génial. Ouais, prochain match Ivry-Créteil, un match qui vaut, on a tendance à le dire au foot, 6 points, mais là effectivement c'est un match qu'il ne faut pas perdre pour l'une des deux équipes. Alors il y a d'autres équipes aussi qui sont concernées par cette relégation, ils sont 2 points d'avance sur le petit groupe Aix, Ivry et 3 sur Créteil, et ben il y en a 3 aussi équipes, hein, c'est Toulouse, Tremblay, Célestat. Alors on s'attendait peut-être plus à Célestat qu'aux deux autres, Toulouse et Tremblay, alors on va parler un peu de Célestat qui s'incline, ça c'est pas une grande surprise, à Montpellier. Montpellier qui s'est bien repris après la défaite de Créteil, 35 à 29. Les choses sont revenues un peu à la normale du côté de Montpellier, Mika. Ouais, ouais, il y a pas grand-chose à dire, hein. Ils avaient perdu chez eux contre une équipe qui joue la relégation, donc je pense qu'ils ont morflé toute la semaine, connaissant un peu Patrice Canaillé. Il a dû leur en faire voir toutes les couleurs pendant toute la semaine et je pense que même vis-à-vis de leur public, perdre une deuxième fois à domicile contre une équipe qui joue pour le maintien, c'était pas acceptable. Donc je pense que ça a dû être un match maîtrisé de bout en bout, même si le score à l'arrivée est pas non plus très probant. Je pense que ça a dû être un match sérieux des Montpelliérains. Ouais, effectivement, match sérieux des Montpelliérains qui se reprennent après leur défaite surprise face à Créteil. Une autre équipe en difficulté dans le championnat et c'est vrai que Toulouse lutte depuis même la saison dernière pour ne pas descendre. Toulouse-Chambéry.
Alors c'est pas une surprise si je dis que Chambéry s'est incliné 25-29, ça s'est bien battu de côté de Toulouse, mais voilà, il y a encore de la marge pour aller taper Chambéry. Ouais, Toulouse s'est incliné, t'as dit Chambéry, je crois. Ah pardon. Et ouais, non, non, là pour le coup, j'ai regardé le match sur Canal+. C'était un match assez agréable à regarder, même si c'était un peu la foire dans la défense toulousaine. Là encore une fois, il y a un jeune joueur qui a été responsabilisé pour tenir toute la défense. Donc, je pense qu'il lui faut un peu de temps et du temps, ils en manquent. Donc, faudrait peut-être encore une fois les choix de l'entraîneur sont un peu bizarres. J'ai notamment été choqué à la mi-temps À la de mi-temps, ouais. l'entendre dire. J'avais posté quelque chose sur Facebook ou sur Twitter en disant que à la mi-temps, on l'entend dire à tous ces joueurs, bon, -4 contre Chambéry, on va pas se leurrer, c'est terminé, on va pas le gagner ce match. C'est un discours assez, assez bizarre à Mais, la mais, mi-temps quand on sait qu'ils sont en train de jouer leur peau en LNH. Donc, Bah justement, Mika, on en parlait vendredi et je posais la question à Ben. Est-ce que c'est pas un manque de respect quand même du coach de pas croire en ses joueurs de remonter 4 buts contre Chambéry? si, c'est un manque de respect, c'est surtout un manque cruel d'ambition et en tant que de gestionnaire du groupe, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'on perd de 4 buts, on va se résigner, on va pas revenir. Ils sont chez eux quand même. On voit qu'à la fin du match, même si Chambéry est un peu lâché, avec une défense un peu atypique, ils arrivent à gratter des ballons. Et si c'était pas autant déchiré sur les montées de balles, avec des pertes de balles assez bizarres, des passes directement à l'adversaire, je pense qu'ils avaient les moyens de venir un petit peu embêter Chambéry, si ce n'est d'aller gratter peut-être un point. Dans les 5 dernières minutes, pareil, ils s'en sont étonnés, les commentateurs. Ils sortent Fernandez, alors que, bon, certes, il y a 5 minutes, 5 buts, on peut se dire c'est terminé, mais au vu de la physionomie des dernières 10 minutes, Chambéry arrivait plus du tout à marquer. Et comme je l'ai dit, s'ils avaient réussi à convertir ça en but de l'autre côté, ils auraient pu revenir à 2-3 buts et c'était encore jouable. Donc, non, je trouve, mais je vais encore me répéter, mais je pense qu'il y a vraiment un gros problème avec l'entraîneur à Toulouse parce qu'ils ont un groupe de qualité et que je pense qu'ils sont pas à leur place, même si on sait que la D1 est de plus en plus dense et ça va être de plus en plus difficile d'exister. Ouais, ça va être. On n'a pas pu jouer non plus Damien Kabengele. Alors je sais pas s'il est blessé, s'il est en froid parce qu'il s'en va. Ouais. Je sais qu'il est un peu en procès avec le club, donc c'est des situations compliquées, mais c'est un joueur qui en Allemagne marquait beaucoup de buts et là on le voit pas, il est pas utilisé, il est ni en attaque ni en défense, c'est assez bizarre. Ouais, il y a peut-être quelque chose à changer du côté de Toulouse pour. Voilà, Sabine nous sur le chat nous dit carrément pour moi Toulouse devrait commencer par changer de coach. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué depuis quelques années et voilà, il y a Jérôme Fernandez là-bas et bien heureusement et peut-être qu'à lui tout seul il va pouvoir réussir à sauver cette équipe de Toulouse. Il nous reste 2 matchs à faire. On va commencer par Tremblay. Benoît Perabou ne jouait pas, il était avec moi vendredi, mais on a eu l'occasion d'avoir Mathieu Drouin, l'excellent joueur de Tremblay qui fait vraiment une sacrée saison. Tremblay s'est incliné. Si je peux me permettre, il faudrait que Tremblay se bouge un peu les fesses pour le faire élire meilleur joueur du mois, parce que ça fait 3 fois qu'il est C'est dominé vrai. et qu'à chaque fois il passe à la trappe alors qu'il mériterait vraiment d'avoir au moins une fois ce trophée cette année. Alors c'est vrai, Tremblay s'incline d'un tout petit but face à Saint-Raphaël, 32-31. Et on suivait le live donc en direct et on se demandait si Tremblay avait eu la balle d'égalisation parce qu'il faut savoir que Tremblay a commencé catastrophiquement à être mené de plus de 8 buts au bout de 15 minutes de jeu et bien revenu pour passer devant à la mi-temps et dans le Money Time ça n'a pas suffi. On va écouter tout de suite Mathieu Drouin au micro vendredi de Handé et le temps pour moi de changer, de faire une petite manite en off pour recevoir Seven Mates dans quelques instants. Écoutez Mathieu Drouin, il en a gros sur la patate. Oui, bonsoir. Alors, je sais que c'est difficile et merci de nous appeler parce que quand on voit le résultat et un peu la physionomie du match, Tremblay s'incline d'un petit but, vous avez mal démarré et super bien fini. Malheureusement, vous vous inclinez dans le Money Time d'un petit but. J'imagine que ça doit être rageant là, Mathieu. Ouais, là, c'est vraiment dur à encaisser la défaite. C'est vrai que c'était un match très très important pour nous dans l'optique du maintien. On n'a pas été présent en début de match, que ce soit défensivement, il y a trop d'erreurs individuelles.
on n'est pas dans les duels. Et puis offensivement, pareil, on n'a pas réussi à trouver de solutions faciles. Ensuite, on a une deuxième phase en première mi-temps où on arrive justement à revenir et Dragan dans les buts qui fait les arrêts. On finit un but à la mi-temps et toute la deuxième c'est assez serré et on perd sur vraiment des détails sur la fin de deuxième et là c'est très très frustrant. Justement, Mathieu, raconte-nous un peu cette dernière minute là, parce que on a suivi par le live, mais on se rend pas bien compte à quel moment vous avez eu la possession de balle. Est-ce qu'il y avait un coup à jouer sur votre dernière possession? À quel moment eux ont marqué? Ouais, en fait, donc c'est eux qui ont la balle. Il reste une minute. On défend plutôt bien et l'arbitre lève le bras. Ils enchaînent 2 ou 3 passes et c'est Stelic qui met un beau tir à 9 mètres. Et derrière, il nous reste 7 secondes où il y a un temps mort et on annonce une combinaison et après, on fait n'importe quoi sur la combinaison, balle en touche et fin du match. Donc, donc il y avait vraiment la possibilité d'arracher ce match nul avec le temps en plus pour pouvoir marquer. Oui, tout à fait. En plus, Dragan était sorti dans l'équipe, donc on était 7 sur le terrain. Et il y avait vraiment la possibilité et on fait vraiment n'importe quoi sur la dernière possession. Voilà, Mika, on fait vraiment n'importe quoi. C'est un peu les mots MAUX de Tremblay cette année. Tremblay, et ça on en reparlera aussi avec Benoît, Tremblay quand même qui a un calendrier de fou. Et ça va être vraiment compliqué pour les coéquipiers de Benoît Perabou de pouvoir se maintenir dans cette LNH au vu des équipes qu'ils rencontrent jusqu'à la fin de la saison, hein, Mika. Ça va être compliqué. Oui, quand on regarde leur calendrier, il leur reste toutes les équipes du haut de tableau à jouer, je crois. Ça doit être Montpellier, Chambéry, Paris, Dunkerque, Nantes. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Donc, quand on regarde le calendrier, on se dit que c'est mort pour eux. Maintenant, on sait très bien que Tremblay est une équipe un peu bizarre et qu'ils sont capables de perdre chez le dernier, mais qu'ils sont aussi capables de battre le premier. Donc, s'ils arrivent à retrouver un peu cet esprit guerrier qui les animait sur les gros matchs, on se rappelle qu'ils ont failli battre le PSG chez eux en fin d'année dernière. Donc il y a vraiment les moyens de faire quelque chose. Maintenant, s'ils restent dans cette spirale négative et dans cette spirale de l'échec, j'ai assez peur pour eux. Ouais, on posera la question à Benoît, qu'est-ce qui se passe du côté de Tremblay, parce qu'avec quand même un 7 sur 9 de Salou et encore un excellent Mathieu Drouin, avec un 9 sur 11 quand même, bon d'accord, il y a 4 pénaux, mais quand même, il faut les marquer. Et ben voilà, ils arrivent quand même à perdre. Donc voilà, qu'est-ce qui manque pour sauver Tremblay, est-ce qu'ils sont en état de crise, parce que ça va être très compliqué, ça va être sujet aussi de notre débat, de notre sondage. Je vous donnerai les résultats tout à l'heure quand Ben sera de retour. Donc ouais, compliqué pour Tremblay. On l'a dit, ça va être difficile vu le calendrier. Bon, il y a plus de surprise pour une autre équipe, hein, c'est Billière qui est un peu en roue libre, hein, qui n'a plus rien à jouer parce qu'ils sont sûrs de descendre en Pro D2, qui prépare déjà l'avenir. Nantes recevait cette équipe, pas de surprise, 29-17. Comment on peut finir la saison comme ça en roue libre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'espoir de marquer un petit point quelque part pour Billière? C'est le seule chose qu'ils peuvent peut-être espérer, quoi. Je pense qu'il y a que ça à faire pour eux. Il y a que à se raccrocher à ne pas être Fanny, comme on dit, parce que ils sont partis pour être Fanny. En plus, comme on est sur un système de points 0-1-2, ils risquent de finir la saison avec 0 points. Donc c'est assez compliqué pour eux. Maintenant, il y a quand même le derby de la Garonne. Je crois qu'ils reçoivent Toulouse. Et je pense que sur ce match-là, ils auront à cœur de bien figurer au niveau régional. Et on sait que Toulouse a toujours eu du mal à battre Billière. Donc pourquoi pas. Donc un petit point au classement avant de passer à notre débat, un peu la reconversion. D'ailleurs, Mika, est-ce que tu t'es encore un jeune handballeur entre guillemets, il te reste encore quelques années, mais est-ce que tu y penses toi à la reconversion? Alors moi, je suis quasiment déjà. Steward, c'est ça, hein? Oui, j'ai un diplôme de steward. Bon, je fais un peu de journalisme avec vous et j'aimerais essayer de me reconvertir un peu là-dedans aussi. Donc j'ai plusieurs pistes et puis quand on a vraiment envie, comme va nous le prouver notre invité, on peut toujours essayer de créer quelque chose de toute pièce. Donc
J'ai plein d'idées en tête. Plein d'idées en tête et c'est vrai que le handball permet vraiment de pouvoir voir pas mal d'horizons. Allez, un petit tour sur le classement, on l'a dit avant de recevoir Junior Kitsadi. Donc Paris toujours premier, hein. Montpellier et Dunkerque égalité de points, ça va lutter aussi pour la Ligue des Champions. Nantes quatrième à 28 points et Chambéry cinquième à 27 points. Là après il y a des équipes comme Saint-Raphaël Cesson qui ne jouent plus rien dans ce championnat, ça va être compliqué d'aller choper la cinquième place à Chambéry pour Saint-Raphaël Cesson est un peu dans le ventre mou de ce championnat et de la 8e à la 14e place, tous jouent la relégation. Toulouse, Tremblay, Célestat, Aix-en-Provence, Ivry, Créteil et Billière déjà condamné. On l'a dit, ça va être compliqué. Et puis, et ben voilà, on va vivre encore une saison, quelques matchs encore assez importantes. Je crois que Monsieur Perrabou est de retour. Bonsoir, Benoît. Bonsoir à tous les amis. Alors, Benoît, on faisait part un peu de... Pour l'instant, notre invité va pas tarder à nous appeler. Une petite question quand même. Que se passe-t-il du côté de Tremblay? Est-ce que le club est un peu, entre guillemets, en crise? Parce que quand on voit le classement, quand on voit le calendrier qui vous attend, eh ben, on se demande comment vous allez pouvoir vous en sortir. Bon, je pense honnêtement que normalement avec une victoire, ça devrait, ça peut être suffisant. Sachant que malgré tout, voilà, un concurrent direct comme Créteil a quelques matchs très accessibles et peut prendre des points. Mais si on gagne au moins une fois, il faudrait qu'il gagne 3 fois pour nous dépasser. Mais pardon? Vous les jouez pas, Créteil? Non. Mais voilà, ils ont un match très important à Ivry et ça va être très important pour les deux équipes. Donc on verra déjà à l'issue de cette journée, mais mais de toute façon, voilà, on est, comme je le disais ces dernières semaines, on est de plus en plus conscient du risque qui nous guette. Et c'est vrai que la fin de championnat est très dense, avec des déplacements très corsés, des réceptions aussi pas des plus évidentes. Donc on sait qu'on est en train de se mettre en danger tout seul. Il va falloir encore gagner. Donc un match minimum, voire 2, pour vraiment être sûr de se maintenir. Donc voilà, nos copies sont pas si mauvaises que ça, puisque on est encore dans le coup. On a prouvé quand même qu'on était capable de réagir, surtout vendredi à Saint-Raph après une entame catastrophique. On a réussi à revenir et là ça a échoué à un but. Contre Nantes, on n'était pas loin non plus. Donc malgré tout, il y a du travail de fait, il y a des choses qui sont là. Après, le problème, c'est que quand l'attaque fonctionne, la défense est défaillante, et quand c'est l'inverse, voilà, on n'arrive pas à trouver l'équilibre encore pour avoir un minimum syndical, et du coup, on se met en difficulté, et voilà, on va se battre jusqu'à la fin de ce championnat pour se sauver en LNH. Alors, résultat de notre sondage, mes amis, à la question Puis qui c'est a... tout. Ah bah oui, mais si je... Ouais, j'avais un petit souci de micro, désolé les amis. Donc je disais, résultat de notre sondage à la question qui accompagnera Billière Handball en Pro D2. Bah, vous avez été nombreux à répondre. À 46%, vous voyez Ivry accompagner Billière. À 30%, vous voyez Tremblay. Quand même, hein, Benoît, un tiers des votes. Donc, Ouais, mais vu le calendrier, ça peut se comprendre, hein. Donc à nous voilà, détourner ces votes, mais c'est vrai que ils n'ont pas tout à fait tort. On est dans une situation très délicate. Faut pas se voiler la face. Alors, je disais donc 30% Tremblay, 17% Créteil, 6% Toulouse et aucun vote pour le pays d'Aix Université Club Handball. Donc, Aix-en-Provence, Mika, personne ne voit Aix descendre. C'est facile le handball. Avec un joueur, plus personne ne croit en Mais PS. voilà, c'est ce que j'allais dire. L'effet Karabatic. Bah évidemment, mais on va pas On va pas le cacher. on va pas le contredire, c'est évident et ça prouve que. Mais je pense qu'il y a pas 50 joueurs qui sont capables d'avoir cet impact. On pourrait avoir Michael Hansen avec Aix-en-Provence, je suis pas sûr qu'on serait aussi performant. C'est vraiment parce que c'est un joueur complet, attaque, défense et qui pèse vraiment énormément. Mais à rechercher dans le handball mondial, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'avoir cet impact sur une équipe.
Allez, on va passer tout de suite à notre débat, messieurs. Alors Benoît, toi tu sais de quoi on parle parce que tu y es en plein dedans. Reconversion handballeur. Donc tu pourras aussi nous donner un peu ton avis dedans. Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il faut le préparer à l'avance? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut voilà, tout de suite penser dès qu'on commence la carrière professionnelle? Il va pas tarder à nous appeler Junior Katsidi. Voilà, j'écorche pas, c'est la marque Seven Mates. Alors, Kitsadi, voilà. Ah bah voilà. Donc hop, il nous appelle. Le temps pour moi de prendre mes petites fiches. Voilà, c'est fait. Et on l'ajoute tout de suite en direct. Et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite Junior Kitsidi. Bonsoir Junior. Bonsoir. Alors, je suis entouré de mes deux compères comme tous les lundis. Benoît Perabou de Tremblay et Michael I d'Aix-en-Provence. Alors, on va revenir avec vous un peu sur l'après-handball, hein, comment les handballeurs se préparent à vivre un peu leur reconversion. Alors, vous êtes créateur de la marque Seven Mates, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est ça. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous la présenter? En quelques mots, alors Seven Mate, voilà, c'est un petit clin d'œil justement au handball. Ça veut dire le 7 majeur, les 7 amis, les 7 potes. Et si vous voulez, c'était pour moi, pour mettre en avant ce que j'ai appris et ce que je retiens de toutes mes années de pratique, que ce soit au niveau ou en tant que jeune. Voilà. Alors, voilà, en quelques mots. Alors, comment vous avez eu justement l'idée de créer une marque de fringues? Est-ce que vous étiez prédestiné à ça? Est-ce que ça s'est fait vraiment par hasard? Ou alors c'était vraiment quelque chose quand vous avez commencé votre carrière, vous y songiez déjà? Non, j'y songeais depuis un moment. Après, bon, je ne veux pas vous cacher, c'est une opportunité qui m'a été offerte suite au dépôt de bilan d'un club dans lequel je jouais. Après, bon, voilà. Après avoir fait le tour de la question, entre guillemets, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de commencer à penser à l'après-handball. Et j'ai de la chance d'avoir une sœur qui a fait des études de stylisme et une autre qui est prof d'éco-gestion. Donc on a essayé de mettre les compétences de chacun au service de la marque. Et moi, mon réseau qui m'a aidé à lancer, à créer la marque en fait. Voilà. Alors justement, ça se prépare comment l'après-handball? Est-ce que j'imagine qu'on ne doit pas attendre le dernier moment. Vous avez pu faire les deux en même temps, c'est-à-dire joueur professionnel et en même temps préparer votre avenir? Non, joueur professionnel, c'est difficile de cumuler les deux, notamment vous pouvez le voir avec Benoît et son compère là on fait excusez-moi, le sort de l'entraînement là justement, j'ai un peu de fatigue. Justement on arrive à cumuler les deux, mais c'est vrai que c'est pas facile de gérer une entreprise et à la fois être professionnel. Donc moi je suis plus semi-pro où j'arrive à avoir un calendrier au niveau des entraînements assez aménagé, ce qui peut me permettre de gérer, mais c'est vraiment pas facile de cumuler les deux. Alors, Seven Mate, l'objectif, est-ce que vous êtes fixé des objectifs dans le temps? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire alors, est-ce que déjà c'est un distributeur exclusivement sur le web, ou alors on peut aussi le trouver? Vous avez des magasins en France. Est-ce que je crois que Billière est habillé aussi par Seven Mate? Quels sont vos objectifs exactement pour faire évoluer la marque? Alors oui, pour l'instant, on trouve la marque essentiellement sur le web, sur mon site www.sevenmate.fr. Et on la retrouve aussi lors de matchs, que ce soit au niveau régional sur Bordeaux et oui, notamment sur Bière. Là, on est en train à court terme, l'idée c'est de s'implanter du moins une partie, c'est-à-dire la gamme sport, parce que la marque se compose d'une gamme sport et une gamme ville. Et l'idée c'est de retrouver la gamme sport dans les magasins, dans la grande distribution. Là, on est en pourparlers, pour vous dire, avec des magasins tels qu'Intersport, Sport 2000, des magasins qui sont partenaires notamment de la Fédération française de handball, donc ce qui nous aide aussi à avoir un pied là-dedans. Alors, alors pour ceux qui connaissent pas du tout les vêtements, alors je vous invite à aller sur le site que vous allez retrouver également sur notre page. Donc c'est pas du tout des fringues entre guillemets, des habits sportifs. Hein. Non, c'est du sportswear un peu, on va dire un petit peu chic.
je sais pas si j'ai le droit de citer quelques marques, mais bon, on va dire, ça se rapproche de quelques deux marques qu'on retrouve, notamment dans le rugby. Vous savez, il y a une tendance qui a été lancée par un joueur de renom, et beaucoup de marques ont suivi. C'est vrai qu'on ne trouvait pas spécialement ce credo-là au niveau du handball, et avec la médiatisation du handball et toutes les initiatives qui tournent autour, bon voilà, je me suis dit pourquoi pas, et c'est vraiment quelque chose à faire, et j'espère donner l'envie à plein d'autres qui ont des projets d'essayer de se lancer dedans, quoi. Benoît Perabou a quelques questions pour vous. Non, mais c'est vrai qu'il y a Salut. Il y a un vrai créneau, et on voit maintenant les clubs tendre vers ce professionnalisme et sur cette image de club. Et c'est vrai que d'aller dans ce créneau et de développer ce côté un peu, on va dire, chic du sportif, qui n'est pas que en survêtement, mais qui est aussi capable d'être habillé. Et donc c'est pour ça que cette marque se prédestine aussi pour tout ce qui est réception, d'avant, d'après-match, de sortie, et donc sur du costume ou des choses plus classe, et pour donner aussi une bonne image du sportif. Donc c'est une très belle initiative. Ouais. C'est ce que j'allais te dire, Benoît, tu parles de sortie un peu avec les partenaires, tout ça. Il y a de plus en plus de clubs qui s'orientent vers le costume. Est-ce que vous pensez que vous allez sortir des costumes Seven Made? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait pour l'instant. Junior, c'était pour toi la question, je crois. Vous pouvez la répéter parce que j'ai eu un petit bug, désolé. Benoît disait que c'était orienté pour un peu les soirées partenaires, tout ça. Et c'est vrai que dans les clubs, de plus en plus, on s'oriente vers le costume pour ce genre de soirée. Est-ce que vous avez en projet à Seven Made de faire des costumes aussi? Oui, c'est ça. Alors, la petite particularité, je vous l'annoncerai à la fin, entre guillemets, de mon temps de parole. Si vous voulez, c'est vraiment un créneau que nous on a décelé, parce que voilà, les marques qui sont déjà en place, elles sont souvent, on les retrouve sur le terrain avant les matchs. Et c'est vrai que le réceptif d'après-match, comme vous le dites, avec pas mal de clubs qui se structurent, et c'est là-bas, faut pas oublier que c'est une continuité de ce qui se passe sur le terrain, où on a un mélange d'acteurs entre les partenaires, les coachs, les joueurs. Et les joueurs, il faut pas qu'ils oublient que lors de ces réceptions-là, ils préparent aussi leur après-carrière. Donc c'est une idée, c'est vraiment pas d'arriver, vous savez, le stéréotype qu'on retrouve dans d'autres disciplines, avec le joueur qui vient en claquette, en short, et qui vient boire sa petite bière, excusez-moi l'expression, voilà, faut que le joueur il commence à penser à ça, en se disant voilà, pourquoi pas, si j'ai un projet dans, je sais pas moi, je veux monter une boîte dans l'immobilier, voilà, je sais qu'il y avait tel partenaire qui faisait ça, et l'idée c'est de faire bonne impression, parce que c'est vrai qu'après les acteurs et les partenaires ou ceux qui mettent de l'argent dans les clubs, voilà, après quand on les sollicite, ils se diront attendez, lui je l'ai vu en tant que joueur, il venait en claquette, bon, qu'est-ce qu'on va lui tendre la main, entre guillemets. Faut vraiment que les gens et le hand se tend vers ça, parce que tout simplement le hand commence à se professionnaliser, et qui dit professionnalisation dit cadre, dit l'aspect vestimentaire, c'est quelque chose de prépondérant. Alors, Junior, on a pas mal de femmes qui nous écoutent, et d'ailleurs ça commence à paniquer un peu sur le chat. Seven Mate fait aussi des vêtements pour femmes. Hein. C'est ça, on fait aussi des vêtements pour femmes, des tailleurs. La petite particularité, c'est vrai qu'il y a pas mal de credos, et là on est en plein développement. Là, on est dans la partie justement où on s'adresse au club, parce que nous le petit plus qu'on a, contrairement à certaines marques, et c'est ce qui fait qu'on a réussi à avoir certains marchés au niveau de l'Aquitaine, c'est que vraiment nous, c'est dans l'esprit de la marque. Je travaille avec une agence de communication Bleu comme une orange qui est sur Bordeaux et qui m'aide énormément, et j'ai toute une petite équipe qui est un petit peu dans l'ombre, mais sans qui on ne serait pas là, avec qui on échange pas mal. Et ils ont eu cette idée-là, c'est vrai, de mettre ce petit système de conciergerie où on s'adresse au club. Et voilà, à partir du moment où on a un petit souci au niveau d'une pièce ou de 2-3 pièces, nous on désigne une personne du club qui récupère entre guillemets les pièces défectueuses, même si à la base logiquement il ne devrait pas en avoir, mais on a souvent des soucis. Moi je parle en toute transparence au niveau des braquettes et autres. Donc l'idée c'est vraiment de satisfaire et la marque, nous on ne met pas la marque en avance, mais vraiment à hauteur de notre client. C'est-à-dire que nous parce qu'on peut se le permettre au jour d'aujourd'hui, on se met comme ça s'est passé avec le club de billard, où voilà on se met autour de la table et les gens
eh ben nous on aimerait que la veste elle soit de telle couleur, on aimerait que le logo soit de telle couleur, même s'il y a une s'écharper, on peut pas toucher le logo de Seven Mate, mais on peut le personnaliser. C'est des costumes, nous, comme on dit, à vos mesures, personnalisables. C'est le petit plus et on fait des tailleurs. Là, on a eu des commandes de certaines mettent la jupe, d'autres mettent le pantalon. Donc c'est vrai que pour l'instant, on peut répondre à l'offre et à la demande. Voilà. Alors Junior, j'ai cru lire quelque part qu'il n'y avait pas que le handball. J'imagine que vous voulez vous étendre peut-être à d'autres sports tels que le rugby. C'est ça, comme vous dites. La marque, et c'est surtout les valeurs que véhicule la marque, qui plaisent et, dans différents sports. Parce que c'est vrai que le chiffre 7, c'est un chiffre force bonheur. Et le côté mate, il faut savoir qu'un mate, ça veut dire c'est un pote, mais c'est comme sur une deuxième famille. Donc l'idée, nous, comme on explique aux gens, c'est vraiment cet esprit de famille qu'on retrouve dans différentes disciplines. Et là, on a réussi à taper aux portes du rugby, qui est surtout le rugby qui se décline maintenant à 7, avec une équipe que je sponsorise aussi, les Free Seven, depuis l'année dernière, qui m'ont permis de remporter le premier tournoi d'entreprise. Et voilà, l'aventure continue aussi avec eux, où ils retrouvent ces valeurs similaires au handball et d'autres. Et là, pour vous dire, je suis aussi en pourparlers avec de bons clubs de foot, justement, pour ce service-là. Pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on fait pour les clubs, c'est vraiment l'après-match. C'est un secteur qui plaît et beaucoup de clubs et des gens ils portent écoute et on a pas mal de demandes et bon, on espère pouvoir répondre à toutes et à tous. Et voilà. Le rugby s'y retrouve vraiment, vraiment bien. Et je vais vous le dire maintenant, on vient de signer avec le comité Côte d'Argent qui gère tout le hand du Sud-Ouest, le rugby au niveau du Sud-Ouest. Qui génère 72 clubs à peu près, vraiment pas mal de débouchés derrière. On a signé un contrat avec eux de 4 ans où Seven Mate devient leur partenaire de costume exclusif de 2013 à 2017. Voilà. Et ben ça c'est une bonne nouvelle déjà. Excellente nouvelle. Alors j'ai une petite question du chat. Bon, ça concerne un peu le sportif. Est-ce que les mauvais résultats de billard n'ont pas un peu terni l'image de votre marque? Non, bien au contraire. Sincèrement, je ne vous cache pas que j'étais au début de la marque, j'étais sollicité par un club qui est de LNH et j'espère que les négociations avec eux vont aboutir pour l'année prochaine, qui fait partie du top des 4 premiers. Mais voilà, hier c'était à l'image de Seven Mate, si vous voulez, il découvrait un nouveau monde, la LNH. Moi aussi, je découvrais un nouveau monde, celui comment dire, le monde du business et de l'entreprise, pardon. Et sincèrement, je pense pas, parce que c'est vrai qu'au niveau du résultat, c'est quelque chose de négatif, mais au même titre que Seven Mate, ils ont tiré les leçons de comment atteindre vraiment pas l'excellence, mais se rapprocher en fait de ce qu'on trouve en LNH. Donc moi, c'est vrai qu'au détour de ce partenariat avec eux, comme toute association, il y a des choses positives et négatives. Mais moi, je retiens que le positif parce que ça nous a permis de grandir. Et la preuve, au jour d'aujourd'hui, on commence à récolter les fruits de tout ça parce que c'est quand même le club de billard qui nous a permis d'avoir notre première grosse visibilité lors du match de reprise de la saison. Et derrière, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont découlé, des choses vraiment positives. Je pense pas que les résultats ont joué. C'est vrai qu'on aurait préféré qu'ils fassent une meilleure saison, mais là, ils sont en train de travailler pour refaire une saison, pour remonter immédiatement. Qu'ils ont su tirer les leçons de leur échec, positif et négatif. Alors, je vais demander à mon président, hein, Benoît Perabou, pourquoi pas de nous habiller pour aller sur les terrains de handball avec la marque Seven Mates. Benoît va... Nous, on a toute proposition. Après, Benoît va négocier. Pour trouver un arrangement. Benoît va négocier. Tiens, d'ailleurs, je te passe la parole, Benoît, pour quelques petites questions. Non, moi je voulais revenir surtout sur l'idée de reconversion. Donc c'est vrai un sujet qui m'est cher parce que
j'ai toujours fait très attention à ça durant ma carrière, donc je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut pas allier les deux, puisque moi, dans ma carrière, j'ai toujours allié le côté professionnel avec le sport de haut niveau, parce que j'ai toujours eu une carrière en parallèle, et c'était vraiment un bon équilibre pour moi. J'avais besoin de cet équilibre-là. Après, je sais que le handball évolue beaucoup, et maintenant, les centres de formation sollicitent les jeunes de plus en plus intensément à la pratique, et peut-être un peu au détriment du côté, on va dire, scolaire. Et c'est surtout sur ça que je veux alerter, c'est que en fait, sortis du centre de formation, il y a très peu de joueurs qui sortent pour rejoindre l'élite, et ils sont après amenés à être balancés dans des niveaux inférieurs avec un pseudo statut pro. Et comme tu le disais, Junior, après, on n'est pas à l'abri d'un club qui dépose le bilan, d'une blessure grave qui nous met hors du coup du secteur professionnel. Et donc, j'alerte un peu sur ce côté-là, c'est que les joueurs ne sont pas assez protégés par rapport à tout ce qui peut être reconversion, et notamment, je tire une sirène d'alarme par rapport à la JPH, pour essayer de mieux encadrer tous ces sportifs qui vont se retrouver sans rien à l'issue de leur carrière, ou même sans rien à l'issue de blessures ou d'autres péripéties de leur carrière. Et donc d'aider à proposer des formations ou à les encadrer dans des solutions de reconversion. Je sais qu'ils y travaillent, pour avoir discuté régulièrement avec le syndicat, ils essayent de mettre des choses en place. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils intensifient ces recherches, ces solutions pour ces joueurs-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'avérer prépondérant, surtout dans l'avenir de notre handball, qui se professionnalise de plus en plus, mais qui aussi ramène de plus en plus d'étrangers au détriment des joueurs français moyens, on va dire. Et donc, il ne va plus y avoir de place pour tout le monde. Et donc, je m'inquiète un petit peu pour les générations qui arrivent et qui ont un bon niveau, mais peut-être pas le niveau excellent pour pouvoir jouer en LNH. Donc, attention à trouver le bon équilibre entre le haut niveau, mais aussi le moyen, et voilà, assurer ce qu'il y a derrière. Eh ben écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour un peu. On va faire un petit article, et bien entendu on va mettre sur nos réseaux Junior la marque, hein, parce que c'est vrai que on a vu un peu tout ce que vous faisiez, et c'est tout à votre honneur de pouvoir essayer de faire évoluer au maximum en gardant les valeurs du handball. Merci d'avoir été avec nous, Junior, et puis au plaisir de prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup. Au revoir merci et bonne soirée. Ce sera un cardigan pour moi. J'ai pas entendu. J'ai dit ce sera un cardigan pour moi. Oui, mais tu m'envoies un mail et on gère tout ça. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, on est à l'écoute du tout. Et sincèrement, je vous remercie. Et longue vie à Handball, à toutes les initiatives, et tout ce qui se crée autour du handball. Vraiment, c'est vraiment l'esprit de famille. C'est ce qui me plaît. Parce que dans l'aventure, il y a toujours des bons et des mauvais moments. Et voilà, c'est la famille du hand, moi, qui m'aide à tenir, et les gens que je rencontre au détour de cette belle aventure qui est Seven Made, comme on dit, l'esprit Seven. Donc j'espère que vous l'aurez. Les auditeurs aussi s'y retrouveront, ils l'auront. Et je remercie ma petite équipe Seven à moi. Ils se reconnaîtront tous, ceux qui m'aident au quotidien. Et voilà, mon agence de com, Bleu comme une orange, n'hésitez pas. Allez voir. Voilà. Et encore merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de Je laisse la parole à monsieur Baraché qui doit arriver incessamment sous peu. Exactement. Voilà. Merci, et on se Junior. voit demain pour le cardigan, n'hésitez pas. on va passer commande. Il fait les transitions et tout. En mai, il y a le petit dicton, en mai, faites ce qu'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, n'hésitez pas, on va mettre les petites promos à partir de la rentrée. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Merci bien. Voilà. Merci bien, Junior. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous, bonne fin d'émission. Merci, ciao. Eh ben, vous l'avez compris, hein, Xavier Baraché va pas tarder. Excellente initiative, hein, c'est vrai qu'il fallait y penser, et je pense que la marque, vous l'avez compris, c'est Serge Blanco, hein, on va pas non plus le cacher. On n'est pas là, de toute façon, pour faire de la pub non plus. Mais voilà. Serge Blanco ou Eden Park. Ouais, ou Eden Park. Ça, en général, c'est ce que j'ai vu, c'est quand on cite une, il faut toutes les citer après. Ouais, bon, 3. Bon, voilà, on en a cité Sinon, 2. on va avoir le CSA sur le dos, vu qu'il nous écoute assidûment. Voilà, et puis
nos pics d'audience, on n'arrête pas d'augmenter. Alors, attention, donc vous avez compris, André va passer une petite commande sur Sevenmate. Et puis voilà, on va prendre des photos de Benoît et Mika avec ça sur le dos. Allez, transition toute trouvée, on va parler de notre ami Xavier Baraché. Alors, on va voir si Xavier est dispo. Mika, si tu pouvais me dire ça, et je le rajoute, parce que j'arrive pas à... Oui, il suffit de l'appeler. Eh ben, il suffit de l'appeler. Bah écoute, c'est parti. Xavier Baraché va... Alors, on l'a déjà reçu, mais c'est toujours quand il était encore à Chambéry. Et on va le recevoir encore une nouvelle fois pour prendre de ses nouvelles après son opération et sa blessure à l'épaule. Je crois qu'il est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation pour Randé. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors première question, on va prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous après cette opération? Bah écoutez, ça va, hein, tout doucement. Ça fait un petit mois que je me suis fait opérer. Et donc je suis revenu à Madrid là, il y a quelques jours pour commencer la rééducation en piscine avec les kinés. Alors, est-ce que ça va prendre quelques mois, j'imagine? Est-ce que vous êtes fixé une date, un objectif pour reprendre le traitement et pourquoi pas prochain... Enfin, j'imagine que ça va être loin, mais pour une date pour le prochain match? Bah écoutez, ouais, moi j'espère le plus tôt possible. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dégâts sur mon épaule, donc il va falloir attendre. J'en ai parlé avec les kinés et le chirurgien. Bon, la saison est finie, hein. La saison est finie pour cette année. Ça sera sûrement début de saison prochaine pour attaquer avec l'Atlético. Alors, j'imagine que les journées doivent être longues, donc que de la rééducation pour l'instant, pas de toucher de ballon, rien du tout. Non, rien du tout. J'ai encore la telle pour quelques jours là, donc je peux rien faire. J'ai seulement recommencé la piscine la semaine dernière, mais voilà, on y va tout en douceur. Alors vous êtes revenu du côté de Madrid pour voir le beau match hier. Est-ce que vous l'avez vu le match d'hier en Ligue des Champions? Ouais, j'étais présent. Alors Madrid s'est imposé de 5 buts face à Barcelone. Le match retour va être superbe aussi à voir. J'imagine que ça va être frustrant de regarder ça du côté du public. Ah oui, c'est sûr, surtout quand on vit pour ce genre de match, donc c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de les voir jouer et de ne pas pouvoir les aider, mais en tout cas ils ont très très bien joué hier et voilà, peut-être qu'on s'attendait pas à battre Barcelone de 5 buts de cette manière-là, donc voilà, c'est un très bon résultat, mais c'est vrai que c'est assez frustrant de voir ça depuis les tribunes, quoi. Alors, Pardon, juste. Vas-y, Benoît. Non, j'avais demandé juste si tu pensais que ça allait être suffisant pour la qualification. Écoute, je sais pas, hein, j'aimerais bien en tout cas. Ce que je peux te dire, c'est que, comme je disais, on s'attendait pas, à mon avis, à avoir ce bel écart-là, parce que 5 buts, c'est quand même un bel écart, avec en plus, on a pris peu de buts à la maison. Je sais pas si ça va être suffisant, parce que ça va être très difficile chez eux là-bas, mais en tout cas, voilà, nous, l'important, c'était de gagner hier, on l'a fait, en plus avec 5 buts, donc en tout cas, on a mis pas mal de chances de notre côté pour espérer se qualifier pour le Final Four, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais préciser, tu l'as dit, mais pour nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant des règles, ils ont mis plus 5, mais ils ont surtout encaissé que 20 buts, donc il y a peu de chances qu'ils en mettent pas plus à Barcelone. Et ça veut dire qu'en cas d'égalité, ce serait sans doute l'Atlético Madrid qui se qualifierait. Voilà, exactement. Alors, ce serait pour Barcelone une sacrée contre-performance, parce que déjà l'an dernier, ils n'étaient pas au Final Four et c'était Madrid qui y était, et je pense qu'ils vont commencer à l'avoir mauvaise si tous les ans c'est Madrid qui finit au Final Four et pas Barcelone. Alors j'ai oublié de vous présenter mon équipe, hein, quand même, Benoît Perabou et Michael I, hein, honte à moi. Donc c'était un objectif de début de saison d'atteindre le carré de la Ligue des Champions pour Madrid, Xavier? Oui, bien sûr, c'est un objectif, parce que l'Atlético Madrid, je crois, le club qui a été le plus représenté depuis que la Champions League est sous forme de Final Four, donc bien sûr c'était un objectif. Et d'autant plus qu'on sait qu'en championnat et sur les différentes coupes nationales, ça va être un objectif compliqué parce qu'on a cette équipe de Barcelone qui est vraiment très très forte. Donc voilà, on a eu quelques petits mauvais résultats en saison et donc on sait que la Liga va être difficile à accrocher. Donc on essaye de se concentrer sur les derniers objectifs qui nous restent et notamment celui de la Ligue des Champions. Alors Xavier, vous avez joué la Ligue des Champions avec Chambéry et avec Madrid cette année. Alors est-ce que la préparation est-elle différente ou c'est le manque de talent
qui fait que du côté français, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette compétition? Je pense il y a un peu des deux. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu avec Chambéry, je sais pas de ce qu'il en est avec Montpellier, mais c'est vrai qu'avec Madrid, en tout cas, on fait énormément de vidéos. On fait ouais, 2 à 3 fois, même 3 à 4 fois des vidéos par semaine pour voir notre futur adversaire, pour nous corriger. Et donc voilà, la préparation est un peu différente de celle que j'ai connue à Chambéry. Et puis évidemment aussi, je pense que la différence de joueurs impacte sur les résultats parce que on a quand même de bons joueurs. On a cette année avec l'Atlético Madrid qui peuvent faire la différence à n'importe quel instant, quoi. Alors Benoît, je crois que tu avais une petite question pour Xavier concernant la Ligue des Champions. Ouais, justement, on voit Ivano Balic revenir à un niveau extraordinaire là. C'est quoi les secrets là pour son retour au très très haut niveau? Ouais, je sais pas, peut-être parce que le soleil est en train de sortir, donc ça lui va bien. Non, Que là, je sais pas. il retrouve un niveau vraiment très très intéressant. Est-ce qu'il est pas un peu, j'avais entendu dire qu'il était un peu économisé sur les matchs de championnat pour pouvoir être à fond sur les matchs Ouais, de... totalement, totalement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ivano, il a eu un peu de mal en début de saison. Je pense comme toute l'équipe de toute manière, parce qu'on avait quand même pas mal de changements en intersaison, donc il a fallu qu'on sache jouer entre nous tout simplement. Et il monte en puissance comme l'équipe. Et là, vraiment, il est en train de trouver un excellent niveau. Et d'ailleurs, comme l'équipe encore une fois. Et oui, il est économisé sur les matchs. C'est vrai qu'on a un effectif on est assez nombreux dans l'effectif, donc Talente peut nous laisser tourner à chaque match, il peut en laisser au repos quand on n'a pas de blessés. Et c'est le cas d'Ivano qui joue peu ou voilà, il est économisé sur certains matchs de championnat pour jouer les gros matchs de Ligue des Champions comme c'était le cas hier. Bon. Moi, j'ai des questions un peu plus financières, des questions qui fâchent un peu. On a entendu pas mal de choses sur l'Atlético Madrid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les soucis financiers du club? On a vu Markussen qui est parti. On a vu que, je sais pas si c'est Kallman qui avait donné une interview où il disait que vous étiez pas payé, qu'il y avait des soucis, qu'il avait du mal à payer sa maison de vacances, qu'il allait peut-être devoir la vendre. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Bah écoute, moi en tout cas personnellement, cette année on a toujours été payé à l'heure, aucun retard, aucun mois qui ont été loupés. Voilà. Après c'est vrai qu'il y a eu le départ de Markussen, mais d'ailleurs qui a surpris tout le monde parce que même nous les joueurs en interne on n'était pas au courant, on a été au courant qu'à la dernière seconde on va dire. Voilà, mais en tout cas nous de notre côté les joueurs pour l'instant on est payé en règle et il n'y a pas de souci de ce côté-là quoi. Alors, un petit mot sur Madrid. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le hand? Parce que il y a quand même deux grands clubs à Madrid, hein, le Real et l'Atlético. Est-ce que le hand a quand même une part dans les médias, au niveau de la presse notamment? Bah, sincèrement, le foot prend énormément de place en Espagne. Sur tous les journaux sportifs, les 20-30 premières pages, c'est que du foot. Voilà, après, il y a le tennis, il y a le vélo, il y a les sports automobiles, mais c'est vrai que le handball vient un peu après. Mais bon, sur les gros matchs comme celui d'hier, on a vu qu'hier, il y avait 12 000 personnes. Donc voilà, ça peut attirer quand même du monde sur les gros matchs. Et t'es pas rentré depuis longtemps, mais est-ce que t'as senti un peu un engouement particulier depuis que qu'ils ont gagné le mondial? Ou est-ce que ça n'a Euh, pas impacté forcément grand-chose? Bon, c'est ça. Après, j'ai pas été vraiment là parce que Eh oui. j'ai passé un bon mois en France pour l'opération. Mais pour les champions du monde, ouais. Donc nous, on a eu Joan Canelas et Aguina Galde qui sont, allez, on va dire parfois invités sur des émissions à droite à gauche, mais après, au sens général, il n'y a pas eu beaucoup de changements après ce titre de champion du monde. Alors, la Liga, comme vous l'aviez dit, Xavier, bah, à moins d'un miracle, elle devrait arriver à Barcelone. Donc vous êtes deuxième, et pareil, à moins d'un gros problème au niveau Madrid, bah, on ne voit pas comment la seconde place peut vous échapper. Ça fait qu'il y a un peu moins de suspense là pour la fin de championnat. Oui, c'est clair, il y a moins de suspense. Bon, bien sûr, on avait comme objectif cette année de gagner le championnat également, mais
comme j'ai dit, il y a eu vraiment beaucoup de rotation depuis à l'intersaison, donc il a fallu tout remettre en place. On a eu aussi des problèmes de gardien avec Sterbi qui est parti du côté de Barcelone et puis Jota Ombrados qui s'est fait les croisés en début de saison, on s'est retrouvé sans gardien. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits soucis qui ont fait que en championnat on a été un peu moins bon que Barcelone. Voilà, maintenant c'est chose faite, on va être très certainement deuxième au championnat. Et donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se concentrer sur la Ligue des Champions et la Copa del Rey pour la fin d'année, quoi. Et donc, justement, par rapport à ce championnat que tu découvres, on va te poser la question classique, mais un petit comparatif par rapport à ce qui se fait en France. Et un petit comparatif, on va dire qu'en Espagne, il y a 4-5 très bonnes équipes que j'ai rencontrées avec Léon et Barcelone, nous, et puis il y a 2 autres équipes qui sont vraiment de très bon niveau. Après, je trouve que ça, comme pas mal de joueurs qui ont évolué en Espagne le disent, hein, mais c'est beaucoup moins physique que la LNH. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que du côté de l'arbitrage, c'était pas du tout la même chose. Exactement. Tu peux pas défendre comme tu défends en championnat de France, ou sinon tu Tremblay te prends pourrait pas 4 jouer au championnat d'Espagne alors. Pardon? Tremblay pourrait pas jouer en championnat d'Espagne alors. Non, il pourrait pas. Non, mais même moi, j'ai eu du mal au début, hein. Non, mais c'est vrai que, et après, sur le jeu du pivot, apparemment, c'est assez particulier, parce que quand il y a la prise de position, apparemment, voilà, c'est assez. Ah ouais, exactement. Quand il y a la prise de position et le ballon vient dans les mains du pivot, tu peux quasiment pas défendre sur lui sans prendre de 2 minutes. Donc voilà, il y a des petits changements comme ça joue. Par contre, je trouve que ça joue vraiment mieux tactiquement. C'est-à-dire que les équipes, elles n'ont pas des joueurs comme on les a en France. Des joueurs peut-être un peu moins bons individuellement, mais par contre, collectivement, c'est vraiment très bien huilé et chacun sait où doit attaquer. Et voilà, tactiquement, je trouve que ça joue un peu mieux quand LNH. C'est vraiment c'était un championnat qui devait me correspondre. Plus tactique. Ça, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, Ben. T'es en train de dire que t'as pas de physique en fait. Non, mais c'est que je suis vraiment déçu par rapport au contenu qu'on peut proposer en LNH, par rapport à tout le côté tactique que je trouve vraiment négligé. Et quand on n'a pas les moyens d'équipes comme actuellement Paris, Montpellier, Chambéry, on devrait plus s'appuyer sur une justesse de jeu. Et je pense que c'est trop négligé en France. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des équipes qui sont en difficulté, sans les citer. Une équipe. Alors, on va parler un peu de cette équipe de France, forcément. Non, attends, sur le chat, on demandait un peu si Xavier suivait un peu les résultats de Chambéry et qu'est-ce qu'il pensait de la saison de Chambéry. Oui, bien sûr, je suis les résultats de Chambéry. D'ailleurs, je suis les résultats de la LNH. Vous m'entendez? Oui, pas de soucis. Bon, okay, pardon. Donc je suis les résultats tous les jours de la LNH et notamment ceux de Chambéry, bien sûr. J'étais un peu malheureux à distance de leur début de saison, de ce qui s'est passé en Ligue des Champions, mais bon, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont eu des nouveaux arrivés, ils ont eu pas mal de blessures et aussi il y a toutes les autres équipes qui se sont très très bien renforcées et le championnat est vraiment devenu très difficile. Donc voilà, c'est une saison qui ressemble pas aux autres parce que les années précédentes, je pense qu'on avait, même si c'était des saisons qui étaient difficiles bien sûr, mais on avait quand même l'habitude de finir deuxième sans trop de problèmes. Là, ça va plus être le cas dans les années futures, donc voilà, c'est un peu difficile pour eux cette année, mais j'espère qu'ils vont accrocher cette place en champion pour une Coupe d'Europe, quoi. Alors que je le disais, une petite question quand même sur les experts. On a l'impression et tout le monde en parle aussi, que c'est la fin d'un cycle. Xavier, est-ce que vous le ressentez comme ça avec l'arrêt de Didier Dinard, de Guillaume? Est-ce qu'on a l'impression quand même que les experts ont fini un peu leur domination mondiale et puis est en période de reconstruction? Oh, je sais pas. Ça va être difficile à répondre. C'est que le futur qui pourra nous le dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a l'arrêt de certains joueurs, certains joueurs exceptionnels comme Guillaume Gilles, Didier Dinard. C'est des joueurs exceptionnels qui ont été là pendant plus de 10 ans. Voilà, c'était une génération dorée qui s'arrête au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un tournant en équipe de France. Mais il faut pas oublier qu'il y a la relève derrière. Il y a de super jeunes qui arrivent, je pense.
On voit les Mathieu Gréby, on voit les Timothée Nguessan, on voit des jeunes joueurs comme ça qui sont vraiment de très bon calibre, qui arrivent, qui poussent derrière. Donc, en tout cas, j'espère que avec toute cette nouvelle génération, on pourra réitérer toutes ces belles années qui viennent de passer, quoi. Alors, vous avez un peu un rôle d'ancien maintenant dans cette équipe. Est-ce qu'Onesta compte sur vous pour apporter peut-être un plus pour les jeunes? Bon, je suis pas un ancien encore, hein. J'ai que 24 ans, mais non, mais c'est vrai que ça fait quelques années que j'y suis. Je pense que Claude Onesta m'a intégré en 2009 quand j'avais 20 ans, même si j'ai pas beaucoup joué. C'était en effet pour que je m'imprègne de ce niveau-là, de cette culture, de ces grands championnats. Et c'est vrai que maintenant, même à 24 ans, j'ai quand même vécu pas mal de tournois et je vais pouvoir, j'espère, en tout cas, je vais faire tout mon maximum pour apporter à ces jeunes qui arrivent et essayer de les habituer à la famille de l'équipe de France comme les anciens l'ont fait quand je suis arrivé en 2009. Benoît, petite question. Oui, moi justement, par rapport à ton poste, je pense qu'il faut vraiment que tu ailles dans ce travail-là avec un joueur comme Kevin Nyocas qui a un potentiel énorme. Et là, ce qui est assez inconstant et aussi qui a eu le malchance d'être blessé. Mais je pense que ça peut être vraiment une super complémentarité avec deux jeux un peu différents. Un joueur qui a des qualités exceptionnelles et toi plus en lecture avec de la justesse et tout ça. Et ton rôle aussi va être d'amener ce joueur-là à plus de régularité et à pouvoir être un bon, je pense, un bon remplaçant, voire soutien pour aider cette équipe de France à vraiment avoir un poste fort sur ce poste d'arrière droit qui doit être une solution supplémentaire pour cette équipe. Ouais, c'est vrai, tu as complètement raison. Moi, je suis vraiment très content de partager ce poste avec Kevin. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il c'est vraiment un joueur très complémentaire par rapport à moi et ça peut apporter que du plus à cette équipe de France, surtout que ce poste d'arrière droit a été assez critiqué ces dernières années et puis Exactement. Et puis ça fait enfin depuis que j'y suis, on partage le poste avec Seth Bosquet et voilà, c'est pas facile non plus tous les jours quand on se fait critiquer, donc voilà, j'espère qu'avec Kevin on fera une bonne doublure pour les années futures. Oh non, mais tu avais donné beaucoup de satisfaction, donc tu avais vraiment redoré ce poste. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'il faut quand même encore un peu plus parce qu'on te sollicite énormément, attaque-défense. Donc, je pense aussi qu'il y a des moments où tu seras peut-être plus sur un rôle défensif et que lui, avec son insouciance et ses qualités, soit capable de débloquer des situations ou d'apporter d'autres choses que tu seras peut-être pas à même à faire, mais toi, sur des registres différents, mais une super complémentarité pour moi. Alors, merci. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai je pense qu'on peut bien se compléter. Et en plus, moi, ça va, au final, il faut que tu l'aides, parce qu'il a besoin d'être canalisé et d'être cadré, parce qu'il a du potentiel, mais il a aussi énormément d'inconstance et s'il veut aspirer vers le haut niveau, il faut que tu l'aides dans ce chemin-là. C'est sûr. Je pense que j'ai des choses à lui apporter. Et lui, de son côté aussi, il peut m'en apporter dans sa manière de jouer. Je suis pas sûr que tu apprennes à sauter aussi haut. Non, malheureusement, non. Pas sûr qu'il te donne un bras élastique. Non, c'est clair. Alors, Xavier, on parle. Sinon, Benoît, il recherche un poste d'entraîneur dans l'équipe technique équipe de France, apparemment. Laissez-moi tranquille, faire ma vie. Xavier, on parle beaucoup de l'arrivée probable de Karabatic du côté de Barcelone. Est-ce que la presse un peu ibérique en parle? Ouais, la presse ibérique en parle, surtout les joueurs espagnols me demandent en fait si c'est vrai ou pas. Non, ouais, on en parle quand même parce que Nico, c'est pour moi le meilleur joueur du monde, donc c'est clair qu'on en parle. Une arrivée comme ça passe pas inaperçu. Voilà. Pour moi, pour ma part, ça me fout un peu dans la merde. Hein. J'ai pas envie qu'il signe au Barcelone. C'est vrai. Mais bon, si c'est une bonne chose pour lui, tant mieux. Mika, t'avais une petite question. Ouais, moi j'ai une petite question parce qu'en fait j'ai entendu circuler dans le club d'Aix-en-Provence qu'on recruterait peut-être un joueur du championnat espagnol. Je voulais savoir ce que t'en pensais. C'est l'arrière gauche de Léon, Goni. Ah ouais, super joueur. Ouais. Il est jeune joueur, je crois qu'il est né en 90. Ouais. Non, super joueur. C'est un arrière gauche qui peut jouer d'ailleurs sur les trois postes d'arrière. C'est un super tireur. Et puis comme je disais tout à l'heure, avec les clubs espagnols qui jouent très bien tactiquement, lui, je trouve qu'il joue super bien avec le pivot et décale. Il pourra bien te décaler d'ailleurs l'année prochaine
Content. Donc, voilà, non, je pense que c'est un super joueur, ça peut vous apporter que du bien pour les prochaines. Ah, il faut remplacer Karabatic, hein, donc ça va être difficile. Ouais, c'est sûr. Euh, donc Goni est du côté d'Aix, hein, rumeur ou pas, Mika, quoi qu'il en soit, on a l'avis de Xavier. Xavier, juste avant de vous remercier, petite question décalée un peu, histoire de finir sur ça. Alors c'est une interview qui va se diviser en deux, hein, de la vie privée, vie publique entre guillemets, puis plus concernée par le handball, alors ça va aller vite. Hein. Est-ce que vous avez un surnom, Xavier? Ouais, j'en ai plusieurs même. J'en ai plusieurs. Un en particulier, on va dire le plus facile, Barache. Barache. Est-ce que vous avez une phobie? Une phobie. Peur des souris, des serpents, Ouais, bah, toutes ces conneries-là, j'aime pas trop. Ouais. Est-ce que vous avez un plat préféré? Un plat préféré. Moi, j'aime bien les plats niçois vu que je viens de Nice, donc je vais dire la pissaladière et la soca. Un plat que vous détestez? Les épinards. Ouais. En général, tout ce qui vient, enfin, certains poissons, je suis pas, j'en raffole pas. Est-ce que vous êtes un addict des réseaux sociaux? Ben un peu, ouais, je m'y prends un peu au jeu là ces derniers temps. Ça me fait rigoler, donc ouais, je vais dire oui. T'as rien d'autre à faire, non? Ouais, c'est ça. Attends, en Espagne, il n'y a rien à faire. J'ai même pas la télé française, donc je suis obligé de faire ça. Oh la vache. Alors, est-ce que vous avez un passe-temps en dehors du hand? J'ai pas de passe-temps particulier. Non, moi ce que j'aime bien, c'est être avec mes amis, ma famille et profiter du bon temps. La personnalité que vous aimeriez rencontrer? À part Benoît Pérabou et Michael. Mais je les ai rencontrés. C'est vrai. Une personnalité. Ça peut être un sportif, une star de ciné. Ça peut être une actrice porno. Ça peut être... Non, mais j'aime bien Alain Chabat, donc j'aimerais bien me passer un moment avec lui, ouais, pourquoi pas. Alors, il paraît qu'il va faire une nouvelle émission bientôt sur. Ouais, j'ai vu ça. S'il y a des invités. Alors, je vais pas demander votre émission de télé parce que vous avez pas la télé en français, donc c'est un peu compliqué. Si, celle-là je la sais par contre. Alors, allez-y, votre émission préférée. C'est Touche pas à mon poste. Ah, avec. C'est pas la première fois qu'on nous le dit. Très bon, très bon. Ouais, exactement. Si vous étiez un animal. Un lion. Un lion, parfait. Si vous aviez une grosse somme d'argent à distribuer, qu'est-ce que vous en ferez? Oh, qu'est-ce que j'en ferais? Ça, c'est une bonne question. Déjà. De quoi? Gardez tout. Non, j'en donnerais une grosse partie à ma famille et puis une autre grosse partie, je pense, à plusieurs associations et puis je garderai une bonne partie pour moi aussi. Ça fait 3 bonnes parties, ça se fait beaucoup. Ouais. Ouais. Allez, il faut jouer à l'euro-million. On va passer un peu du côté du hand. Alors, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu votre contenu de votre sac de sport? Le contenu de mon sac de sport. Ouais, il y a mes baskets, mon sous-short, les t-shirts d'entraînement, mon protège-dents. Important. Et puis voilà. Et puis tout avez... que tout le monde met dans son sac d'entraînement. Hein. Alors vous avez pas de gris-gris, quoi? Non, j'ai pas de gris-gris, non. Quelle est votre plus grande joie sportive? Oh la dernière là, les JO, la finale des Jeux à Londres. À Londres. Votre plus grande déception? Ma plus grande déception. Ah ouais, on me souffle à l'oreille là. Mais une de mes plus grandes déceptions, c'est la finale de Coupe de France qu'on avait joué à Bercy avec Chambéry, où d'ailleurs j'avais déjà mal à l'épaule et bon, j'ai joué blessé et voilà, cette défaite là m'a vraiment fait mal sur le moment. Alors 2 petites questions encore. Avant un match, est-ce que vous êtes plutôt musique ou plutôt silencieux? Plutôt musique. Et si vous aviez la chance d'être président de la Fédération française de handball pendant une seule journée, est-ce que vous auriez une mesure à instaurer immédiatement? Ça c'est un peu la question. Faut finir par une question un peu intellectuelle parce que. Je veux dire la bière obligatoire après le match pour tout le monde.
Ah, ça va C'est pas faire mal, ça. plaisir. Ça, Ça, c'est pas c'est mal. la question intellectuelle, hein. Ouais, je l'ai transformé en non intellectuel. Voilà. Ah Très bah bien. c'est parfait Xavier, c'était super sympa de vous avoir, on va pas vous retenir plus longtemps. Sébastien Mangin attend pour la Pro D2, alors vous imaginez encore le beau programme. Merci Xavier et vraiment bonne récupération, bonne chance pour votre retour sur les terrains, votre tout ce qui est maintenant le plus dur, hein, rééducation et tout, Ouais. et au plaisir de vous retrouver encore sur nos antennes Xavier. Ben, merci de m'avoir invité et bonne soirée. Merci Xavier, bonsoir. Merci. Merci, Ciao. ciao. Ah voilà, c'était Xavier Baraché. Alors c'est toujours sympa hein, d'avoir un peu comme ça pendant plus d'une demi-heure avec nous des internationaux. Bah là c'était Xavier Baraché. Vous retrouverez l'interview décalée sur notre site pour le connaître un peu mieux. Et ben décontracté, mais on sent quand même, messieurs, que ça le ronge de pouvoir toucher un peu le ballon, hein, les gars. Ah, c'est normal, il arrive dans un club tout nouveau avec plein de choses à prouver et c'est vrai que c'est énormément de frustration de ne pas pouvoir participer en plus à de tels événements et de telles sollicitations, que ce soit au niveau international comme avec son club, son nouveau club. Voilà, allez, on va tout de suite passer à la Pro D2 parce que je crois que Seb et là, voilà, ça c'est du direct. Donc on le prend. Vous avez vu comment tout est organisé, tout est calé, est parfait. On a fait des progrès hein, quand même depuis Au quelques niveau de années. la transition, c'est pas mal quand Ah, même. c'est pas mal. Hein. Il sait même les inviter, hein, comme Junior Kitsadi qu'on a eu qui fait la transition avec Xavier Baraché. Allez, on va parler de Pro D2 parce que la Pro D2 est aussi alléchante que la LNH, du suspense à tous les niveaux. On le disait tout à l'heure. On va écouter aussi William Holder qu'on a eu la chance d'avoir juste après le match Gonfreville, non, Ponton-Combo Angers, Angers Ponton-Combo. Mais avant, on va parler un peu de Chartres avec Sébastien Mangin qu'on reçoit. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Sébastien, on va revenir un peu sur cette journée de championnat. On a déjà eu un peu de tes nouvelles et des nouvelles de Sébastien Ostertag. On vous repassera aussi comment, voilà, un peu son avis sur Chartres. Alors Chartres, justement, avait un match important, mais il fallait le gagner contre une équipe qui est pratiquement reléguée maintenant, c'est Gonfreville. 29-21, Chartres ne s'est pas désuni et, entre guillemets, n'est pas tombé dans le piège de Gonfreville. Ouais, bah, il fallait faire le boulot, comme on dit un peu vulgairement. Gonfreville n'était pas condamné mathématiquement juste avant ce match, ils le sont maintenant. Mais bon, on peut dire que c'était quand même mal engagé. Il fallait qu'ils gagnent les quatre derniers matchs pour que Istres, Nancy perdent les quatre suivants. Donc bon, c'était quand même compliqué pour eux. Il a fallu être sérieux, disons, en première mi-temps et faire un écart assez important pour ne plus les laisser espérer. C'est ce qu'on a fait après 15 premières minutes un peu laborieuses. On a passé un petit coup d'accélérateur en fin de première mi-temps. Et puis après, début de deuxième aussi, une grosse défense, un bon gardien avec une très bonne partie de Sylvain Astruc dans la cage. Du coup, on a fait un écart et puis bon, ils se sont totalement désunis. Je les ai trouvés d'ailleurs très touchés psychologiquement et beaucoup moins enjoués que contre Ponto que j'avais vu à la vidéo et où ils avaient fait preuve de plus de rigueur jusqu'à la fin du match, quoi. Alors, une autre équipe quand même a failli créer l'exploit et justement c'est un adversaire direct pour les playoffs, c'est Vernon. Vernon qui s'est incliné, et ça on l'a vu, d'un tout petit but, on a suivi ça vendredi, du côté de Nîmes, 27-26. Ça s'est joué de peu, mais Vernon a failli créer l'exploit. Hein. Bah ouais, les spectateurs de Pablo Neruda ont pu assister à une première mi-temps équilibrée et malgré un petit but d'avance à la pause pour les Crocos, rien ne semblait acquis. Les locaux vont passer la seconde et prendre un avantage de 4 unités en milieu de deuxième mi-temps. Robichon apparemment a mis le feu à Neruda qui vibre comme par le passé, mais les visiteurs ne l'entendent pas de la même oreille et reviennent dans le Money Time. Ce même Robichon a eu une balle de +2 sur penalty à 30 secondes du terme. Il le rate, et puis Vernon a donc une dernière possession pour accrocher le nul. Mais grâce à une dernière parade de Mansuy-Fèvre sur Martilly, Nîmes l'emporte et du coup garde la tête de la Pro D2 et puis s'approche tout doucement du titre. Bon, Vernon a failli créer l'exploit effectivement, mais je suis pas sûr qu'il comptait vraiment sur ce match. Maintenant, effectivement, la suite va décider un petit peu de cette 5e place et Vernon y postule. Alors, je sais pas hein, quel va être le set de la JPH au niveau de la Pro D2, mais pourquoi pas voir Yvan Gérard dans le set, il a été excellent, il me semble.
Sébastien. Oui, il a été très bon, je vous dirai ça là, juste à la fin. Allez, Suspense. Suspense. Et bon, on va reparler aussi d'une équipe, on va continuer dans les playoffs, hein, forcément. Dijon qui devait au moins prendre le point de la victoire pour s'assurer pratiquement les playoffs contre Istres. Istres qui avait vraiment besoin des points pour se sortir un peu d'une situation catastrophique cette année. Et ben, Istres s'est incliné assez lourdement sur son terrain, 21-29. Et ben, il y a vraiment des inquiétudes à avoir du côté des Istres. Ouais, c'est compliqué. Alors, c'était un match à enjeu, même si tous les matchs ont de l'enjeu. Mais là, ce qui était un petit peu particulier, c'est que les équipes ne jouaient pas du tout pour le même enjeu. Effectivement, Dijon qui voulait assurer sa place en play-off et c'est fait. Maintenant, qui va surtout essayer d'aller accrocher la deuxième place. Et Istres qui se bat, c'est difficile d'y croire, mais Istres qui se bat pour le maintien. Le début de match est équilibré, 7-7 au bout d'un quart d'heure de jeu. Les défenses prennent le pas sur les attaques et beaucoup de buts sont marqués sur contre-attaque. Du coup, Dijon, avec son jeu de montée de balle rapide, mène 14-10 à la pause. Nebojša Stojinovic, un ancien de la maison provençale, permet à son équipe de maintenir un écart de 3 buts à l'orée du Money Time. Il n'a pas fait énormément de parades, Nebojša, mais il a été encore très présent dans les moments importants. Puis une fois de plus, je pense que la jeunesse istréenne craque un petit peu sur la fin de match. Mis à part contre Vernon où ils ont réussi à accrocher un match nul, à chaque fois en fin de match, ils craquent un peu. Ils sont toujours pas soutenus par Bastien Sismondo qui n'est pas revenu et qui faisait figure un petit peu d'ancien dans ce groupe et qui donc du coup devait gérer un petit peu ces moments difficiles. Du coup Dijon déroule donc tranquillement et l'emporte avec application et sérieux. Dijon reste au contact de Mulhouse et creuse l'écart sur Massy. Istres devra attendre pour assurer son maintien qui devrait se jouer je pense dans 15 jours pour la réception de Nancy puisque la semaine prochaine ils vont à Mulhouse donc ça risque d'être compliqué de prendre les points à ce moment-là. Et ben justement, Mulhouse, pareil, s'est imposé du côté de ce mur, 34-27. Pas de surprise non plus, mais Mulhouse jouera les playoffs. Ouais, c'était déjà sûr depuis la semaine dernière. Ils l'avaient assuré déjà depuis la semaine dernière. Là, leur objectif, je pense que c'est d'assurer la deuxième place. Parce que si Nîmes ne perd pas de points juste avant la dernière journée, où les Nîmois se déplaceront à Mulhouse, ils n'auront aucune chance d'aller accrocher la première place. Cependant, sur ce match, ils font, comme à leur habitude, un départ tonitruant pour mener 5-1, puis 7-3 à la 9e minute. Ce match s'annonce déjà très prolifique en termes de buts. Les hommes de Thierry Vamillier entament alors une remontée qui leur permet de recoller à 8-8. Mais du coup, ils ont lâché beaucoup de force pour essayer de recoller au score. Et ils vont se faire de nouveau décramponner juste avant la pause. Et ils basculent avec 4 buts de retard, 12-16 à la mi-temps. Ensuite, en seconde période, les Alsaciens ne vont pas relâcher la pression. Et vont donc accroître même leur avance. Boileau puis Chauvin ne laissent aucune chance aux joueurs locaux. Et à la fin du match, c'est à sens unique. Mulhouse gagne et garde donc sa deuxième place. Ce mur devra attendre pour revenir sur les premiers non relégables. Alors il y a une autre équipe qui s'est relancée également pour ses playoffs, même ça va être difficile. C'est Ponto Combo qui s'est imposé et assez facilement d'ailleurs, assez surprenant face à Angers, 23-33. Écoute, juste avant de te donner la parole, je voudrais revenir aussi parce qu'on a eu William Holder, le coach de Ponto, qui revenait sur cette belle et brillante victoire. Il aurait signé tout de suite pour ce résultat, on imagine bien. On va tout de suite l'écouter si j'arrive à caler tout ça. Et puis, pour l'instant, je te laisse un peu parler de ce match, le temps que j'arrive à caler tout ça. Vas-y, cale ça. Du coup, je pense que tout le monde s'attendait à une grosse partie telle que la Pro D2 nous livre tous les week-ends, avec un choc entre deux équipes qui sont depuis un petit bout de temps en Pro D2. Mais il n'en fut rien, tant Ponto a dominé les débats. On atteste le score à la mi-temps, 19-9, la messe était dite. Et malgré un petit sursaut d'orgueil au retour des vestiaires de la part des hommes de David Penaud, qui reviennent à 6 longueurs, les Franciliens vont de nouveau refaire un écart de 10 buts pour s'assurer une fin de match plutôt tranquille, ce qui est assez rare dans cette bonne vieille Pro D2. Ce qui a valu au coach d'Angers de dire, entre guillemets, j'ai peu de choses à dire ce soir, j'ai honte et je suis en colère. Donc on a vu que Angers avait quand même quelques difficultés à domicile ces derniers temps, puisqu'ils avaient pris une valise, comme on dit aussi, contre Mulhouse il y a 15 jours. Ils sont plus à l'aise à l'extérieur. Mais pour accrocher les playoffs en perdant autant de points à domicile, ça risque d'être compliqué. Par contre, Ponto, du coup, assure son maintien. Et pourquoi pas plus si affinité, puisque maintenant, ils sont uniquement à 2 points de la 5e place. Et puis, avec la confiance, je pense qu'ils ont un petit coup à jouer pour essayer d'aller accrocher cette 5e place. Allez, on va tout de suite écouter William Holder, qui était à notre micro vendredi pendant la soirée live. Allez, c'est tout de suite. Quand même de votre équipe, 33-23, ça devait être un match compliqué et vu le score, on ne croirait pas.
Si on m'avait dit ça de toute façon avant le avant le début du match, j'aurais pas cru. Donc voilà, on a forcément, je pensais à un match on va dire plus compliqué. Maintenant voilà, on a super bien abordé le début de match. On les a pressés d'entrée. Tout le monde était dans la même configuration, aussi bien les joueurs que le gardien de but. Et donc on a réussi tout de suite à intercepter des ballons, à provoquer des fautes et monter des ballons faciles et marquer des buts en contre-attaque. Voilà, hein, c'est un bout de l'interview, on pourrait la réécouter en entier sur les podcasts qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc belle victoire de Pontoncombo sur les terres angevines. On va passer à Massy. On a oublié Massy, tiens d'ailleurs, dans la lutte des playoffs. Massy qui s'est pas imposé, qui a fait match nul face à Nancy 29-29. J'ai envie de dire le bon point pour Nancy là-dessus, Seb. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est Nancy qui fait la bonne opération sur cette journée pour ce match-là. Alors que le club avait choisi cette rencontre pour présenter sa nouvelle image, puisqu'ils ont présenté un nouveau blason, une mascotte, un lion, et tout un outil de communication autour du club pour les prochaines années. Les supporters espéraient donc une victoire de leur équipe pour que la fête soit totale, mais c'était sans compter l'abnégation des Nancéens, venus faire un résultat après la défaite du dernier match à domicile contre Angers. Les joueurs semblaient frustrés et donc ils ont voulu montrer au club et aux partenaires, notamment du club, qu'ils avaient encore envie de jouer pour leur équipe. Nancy a mis les ingrédients qu'il fallait pour prendre des points à l'extérieur, agressivité défensive et montée de balle. On atteste aussi le nombre de 2 minutes pris par Nancy sur ce match. Ils ont été exclus 6 fois contre 1 fois pour Massy. Et donc Nancy a mis plus d'agressivité dans le bon sens du terme pour l'emporter. Et puis les indicateurs côté Massy n'étaient pas au vert. Mathieu Kreis 3 arrêts, Junior Réau 1 sur 2 sur le champ. Donc c'est 2 joueurs qui habituellement donnent le ton pour leur équipe et ils n'étaient pas présents individuellement ce soir-là. Du coup Massy et Nancy font match nul. Mais on peut dire que c'est quand même grâce à la combativité et la solidarité du groupe de Benjamin Brault qu'ils ont accroché le match nul, puisque Nancy était plutôt en position de l'emporter. Massy, la 4e place semble maintenant ok, même si mathématiquement c'est pas fait. Et donc Nancy prend un point important dans la course au maintien. Avant de passer à la 24e journée, il nous reste quand même un match. Et c'est un match entre 2 équipes qui ne jouent pratiquement plus rien dans ce championnat. Valence-Besançon, victoire de Valence à domicile, 28-22, face à une équipe de Besançon qui semble être sauvée maintenant, à moins d'un Ouais, alors d'après les mots de l'entraîneur de Besançon, Christophe Viennet, il semblerait que, d'après ses calculs, il manquerait 1 point à Besançon pour se maintenir. Et le point qui manque, c'est pas le point de la défaite, c'est donc soit un match nul, soit une victoire. Donc pour eux, ils sont pas encore maintenus. Bon, Valence, du coup, avec cette victoire 28-22 contre Besançon, est maintenant sûr de se maintenir. Ceci dit, les Valentinois débutent le match de bien belle manière et creusent un premier écart de 2 buts, 9-7 à un quart d'heure de jeu. Capitalisant sur cette petite avance, les locaux vont l'accentuer et du coup basculer à la pause avec 5 buts d'avance, 15-10. Une fois de plus, Valence montre qu'ils sont redoutables à domicile et notamment sur cette deuxième phase. Le début de la seconde période est plus moribond. Et il faut attendre environ 7 minutes avant de voir un but pour Besançon. Pape Benga d'une belle roucoulette. Mais cela n'empêche pas les hommes de Davidovic de poursuivre leur belle prestation par la suite. Finalement, le Besançon ne pourra pas vraiment inquiéter Valence et donc va s'incliner, comme je le disais précédemment, 28-22. Bon, Valence n'est pas sauvé mathématiquement, mais bon, ça risque d'être compliqué pour les autres équipes de les rattraper. Par contre, Besançon reste un petit peu dans le dur et même si c'est pas eux les plus inquiétés, puisqu'on a quand même Istres, Nancy qui sont encore un peu plus derrière. Mais bon, pour les sécuriser, il leur faudrait faire un match nul ou une victoire sur les 3 dernières journées. Alors il y a la 24e journée qui se profile le week-end prochain avec, on l'a dit, un Vernon-Chartres qui va être peut-être décisif, Sébastien. Complètement, Vernon-Chartres, si vous avez le classement sous les yeux, donc les 2 équipes, 47 points. Elles se partagent la 5e place qui est donc qualificative pour les playoffs. À l'heure actuelle, au classement, on est devant grâce au goal average particulier parce que sur le match aller, on a gagné d'1 but.
Donc très peu de marge de manœuvre pour ces deux équipes. Celle qui l'emporte prendra effectivement un ascendant pour la fin de championnat, mais il restera quand même 2 journées derrière. Rien ne sera fait. Mais bon, c'est effectivement le match phare de cette 24e journée. Même s'il y a d'autres rencontres intéressantes, c'est quand même celui-là qui va intéresser le plus de monde quand même. Ouais, il y a aussi Nancy-Semur, par exemple, pour la relégation. Ouais, là on est plus sur le bas du classement, un déplacement difficile à Istres. À Mulhouse, je suis pas sûr que ce soit là-bas qu'ils prennent les points qu'il leur faut pour le maintien. Dijon qui reçoit Valence pour assurer, pour essayer d'aller gratter une place sur Mulhouse. Besançon-Nîmes, Besançon il leur manque des points, est-ce qu'ils vont réussir à les prendre contre Nîmes? Ça va être compliqué. Au Gonfreville-Angers, Angers va devoir déjà réagir par rapport à la déconvenue à domicile. Et puis Gonfreville qui ne joue plus rien, qui vont jouer libéré. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment. Puis, si par contre Ponto-Massy, parce que du coup, est-ce que Ponto va réussir à encore une fois de plus surprendre et du coup, s'il l'emporte sur Massy, en fonction du résultat de Chartres-Vernon, pourront peut-être récupérer une place. Et puis Massy, qui a perdu un point à domicile contre Nancy, va essayer de réagir sur les terres de Ponto-Combo. Alors, on a été complet, un petit point sur le classement, même si on l'a dit, donc Semur, Gonfreville, Istres, Nancy, voire Besançon luttent pour ne pas descendre, même si Gonfreville, de toute façon, c'est fait mathématiquement, me semble-t-il, Seb? Ouais, Gonfreville, c'est fait, c'est sûr, ils descendent. Donc voilà, il reste une place, un peu comme en LNH, qui de Semur, Istres, Nancy, Besançon va descendre, c'est la grande question. Et si c'est Istres, ça serait vraiment un choc, une grosse surprise plutôt. Et puis du côté du haut de tableau, Nîmes, Mulhouse, Dijon, Massy semblent bien partis pour les playoffs. Et voilà, il y a trois équipes, voire quatre, Chartres, Vernon, Ponto et peut-être même Angers peuvent espérer à cette 5e place des playoffs. On va passer au set de la JPH en commençant par justement la Pro D2. Alors à l'aile gauche, tu as eu le nez creux parce que donc c'est effectivement Yvain Gérard de Vernon qui a fait 10 sur 12 malgré la défaite de son équipe à Nîmes, on l'a dit, à Pablo Neruda. Sur le poste d'arrière gauche, c'est une première, donc Cédric Chauvin de Mulhouse qui a longtemps été blessé en ce début de saison et qui sur le poste d'arrière gauche a réussi à marquer 11 buts sur 16 tentatives. Sur le poste de demi-centre, de nouveau un joueur de Mulhouse, Victor Boileau, qui a réussi à claquer 8 buts lors de la victoire contre Semur. Sur le poste d'arrière droit, Yossi Pilic, l'arrière droit de Nancy, 7 sur 11, jolie stat. Et puis en plus, c'était pour récompenser la belle prestation et la belle performance de Nancy à Massy. C'est toujours compliqué d'aller chercher des points chez l'équipe de Massy. À l'aile droite, c'est sa 2e nomination, donc Benjamin Vert, qui réalise une bonne 2e partie de saison et qui pallie un petit peu le manque de forme de Derbier sur l'aile droite, qui réalise 8 sur 12, le jeune Istréen. Au poste de pivot, alors Stojinovic, mais cette fois-ci c'est Slaviša, donc le gardien de Mulhouse, le frère de Nebocha, donc le Dijonais, qui cette fois-ci s'illustre aux dépens de son frère et qui a fait 18 arrêts. Enfin au poste de pivot, donc un petit cocorico parce que c'est Maxime Cherblanc de Chartres qui a réalisé la stat en fait parfaite puisqu'il fait 8 sur 8 et c'est le seul joueur de ce set qui a raté aucun tir ce week-end. Bravo pour... les pivots. Voilà, c'est précis, c'est très précis un pivot. Il est plus près. On va passer sur le set de la LNH. Ouais, effectivement. Alors le set de la LNH sur l'aile gauche, un petit jeune qui a récemment été sélectionné en équipe de France, Hugo Desca, qui a marqué 12 buts malgré la défaite de son équipe d'un petit but contre Dunkerque. Voilà, sur le poste d'arrière gauche, pareil, un petit jeune qui a lui aussi montré son nez en équipe de France, mais il y a un peu plus longtemps, donc Mathieu Gréby de Montpellier, 8 buts. Sur le poste d'arrière droit, alors là c'est plus un ancien qui a montré le bout de son nez en équipe de France et qui ne le montrera plus puisqu'il a pris sa retraite internationale, c'est Guillaume Gilles, 4 sur 4, donc de Chambéry. Sur le poste d'arrière 3, Yann Setlik de Saint-Raphaël qui fait 7 sur 9. À l'aile droite, un permanent, j'ai envie de dire, de l'équipe de France, Lucas Ballot, Lucho, qui fait 9 sur 11, l'ailier droit de Paris Handball. Sur le poste de pivot, Rémi Salou de Tremblay en France qui fait 7 sur 9 malgré la défaite de son équipe. Et enfin au poste de pivot, au poste de gardien de but, Arnaud Siffer qui n'a pas réalisé le plus grand nombre d'arrêts, puisqu'il y a notamment le gardien de Créteil, il me semble, qui a réalisé 18 arrêts, mais donc il a réalisé quand même 15 arrêts. Mais ceci dit, la stat au pourcentage était assez impressionnante puisqu'il fait 15 sur 24, c'est-à-dire 65% d'arrêts en à peu près 40-45 minutes.
Donc 65% d'arrêt, c'est assez rare pour le souligner, surtout sur une période de 45 minutes, c'est quand même déjà significatif. Ouais. Belle perf du gardien. Donc, écoutez, on a été complet ce soir. Mika, je crois que tu avais une petite objection concernant le set de la JPH de la semaine dernière. Non, rien du tout. Rien du tout, t'es pas d'accord. De toute façon, je pense qu'il l'a lu. Tu vas te rattraper, pas au prochain match, mais après, pas à Nantes. On le sait très bien, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Alors, messieurs, prochain match pour Aix-en-Provence, c'est Nantes, on l'a dit. Benoît, on n'a pas pris de tes nouvelles. Est-ce que tu es apte pour jouer le prochain match de Tremblay ou encore en délicatesse avec ton épaule? Donc, le protocole, c'est repos sur ce début de semaine et test mercredi pour savoir si je serai apte. Donc là, je fais que la partie physique, je fais pas de handball. Et donc, test mercredi pour savoir si je serai apte pour le déplacement samedi à Chambéry. Ouais, Toi, ton épaule, tu tires jamais. Ouais, c'est pour ma santé, c'est pour mon intégrité physique surtout. J'aimerais bien encore pouvoir porter mes enfants à 40 ans. On espère tous, Benoît, de te voir sur le terrain de Chambéry parce que Tremblay a besoin de tout le monde pour se sauver d'une situation assez délicate. Je voudrais pas être à l'entraînement le jour où il va tester parce qu'il va pas forcément tester que sur les tirs. Le connaissant, il va envoyer 2-3 droites. On va essayer de se tester un peu l'épaule avant le match quand même. Je suis très maladroit en plus ces temps-ci. Attention parce que Benoît Perabou énervé. Ça va faire mal. Allez, on va vous laisser, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Pas de souci là-dessus avec encore d'innombrables invités. Et je remercie Sébastien d'être toujours avec nous tous les lundis pour cette belle page de Pro D2. Merci Seb et à la prochaine. À vous. Benoît Perabou, merci également de t'avoir parmi nous. Ben, passe une bonne semaine en espérant te voir du côté de Chambéry. Merci, bonne semaine à tout le monde. Mika, pareil. Encore du repos, j'imagine que ça va être très frustrant d'être apte et ne pas pouvoir jouer. Donc, tout comme bon courage pour Aix face à Nantes. Oui. D'ailleurs, je suis en train de regarder un peu les lastminute.com histoire de voir si je peux pas partir quelques jours en Tunisie ou parce que j'ai encore 3 semaines sans jouer, donc ça va être un peu long. Et puis, juste avant de vous quitter, il faut surtout pas oublier d'aller visiter le site de Junior Kitsadi, Sevenmate. Alors, vous pouvez aller sur sevenmate.fr. Vous pouvez également aller sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook. N'hésitez pas à aller liker et puis la partager également sur Twitter. Donc, c'est important. Ça fait partie du handball. Et puis, c'est une marque communautaire, comme le dit très bien Benoît Perabou. Donc, voilà, la pub est faite. N'hésitez pas. Et c'est toujours aussi sympa de prendre un peu de nouvelles d'anciens handballeurs qui se sont reconvertis un peu dans une chose qui est liée au handball mais qui est complètement quand même différent. Voilà, c'est les fringues, donc n'hésitez pas à aller liker un peu toutes les pages de Seven Mates. Allez, il est temps pour moi de faire mes boutiques. Je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.